Rebonjour et merci d'être là cet après-midi et d'avoir bravé les éléments. Vous avez vu, les auteurs sont un petit peu indisciplinés là. Il faut qu'on remette de l'ordre. Heureusement, Carole est là. Donc effectivement, la thématique autour de ces captivités multiples va nous emmener assez loin puisque les trois livres que nous avons évoqués, que nous allons évoquer surtout, qu'on a déjà évoqués en venant et en chemin, ne se passent pas au même endroit, ne traitent pas des mêmes périodes, mais c'est justement ça qui fait la beauté du festival. Donc Carole nous parlera de jeux dansés. Donc là, il est question d'un univers particulier, celui d'une jeune fille qui peut-être, à cause d'une compassion venue au mauvais moment, va être sous l'emprise d'un individu qui a lui-même ses problèmes, qui est prisonnier de son apparence. Et c'est tout ce qui est raconté dans Jeux dansés. Est-ce qu'il est question de captivité, d'enfermement? On verra ça avec vous, Carole. Il y a également Nils Labuzan, Cartographie de l'oubli, une autre période. C'est aussi ce livre, un livre d'histoire, qui nous emmène du côté de l'Allemagne, mais pas en Allemagne, en Afrique, à une période de l'histoire au début du XXe siècle, quand finalement l'Allemagne devient une puissance colonisatrice en Afrique, du côté de la Namibie, sauf que cette colonisation va entraîner aussi une forme de captivité, et on le verra avec vous, Nils, la captivité n'est pas le moteur premier du livre, mais elle va s'instiller petit à petit dans le récit comme une conséquence de décisions politiques. Et puis, Yann Gauchard, pour le cas Annunziato. Là encore, on change, on voyage beaucoup, on change d'endroit. On est en Italie, à Florence. Voilà, précision importante. Et ce traducteur qui visite un musée va devenir aussi l'objet de captivité. Mais cette captivité va commencer d'une certaine manière grâce à son consentement. Et il y a aussi un autre élément qui arrive sur lequel vous êtes beaucoup exprimé dans les médias, comme on dit, c'est le fait que ce livre se déroule en 2002. L'Italie connaît Berlusconi, plus un sommet du G7 à Gênes, plus des troubles. Et puis nous, en 2002, en France, vous vous souvenez du triste destin politique de Lionel Jospin. Donc ça rajoute à l'élément. Alors pour démarrer, puisqu'il faut bien commencer, on parle d'explorer les captivités multiples. Alors madame, messieurs, les romanciers, cette captivité, avant même de savoir d'ailleurs si ce mot est celui auquel vous avez pensé quand vous avez écrit, cette captivité, est-ce qu'elle est d'abord, selon vous, attention, ça va démarrer assez fort, vous allez voir, celle de l'écrivain par rapport à son sujet? Autrement dit, vous avez une idée, oui, je sais, un livre, on est dans la captivité multiple. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas quel mot vous allez mettre en face, cet enfermement de l'écrivain face à son sujet? On est mangé par son sujet. Est-ce que vous la ressentez aussi d'abord pour vous, qui allez écrire un livre? Et comme on le dit souvent, un livre, après, il y a une sorte de détachement, puisqu'il va vivre sa vie. Et il y a un moment, vous êtes en intimité totale avec le livre. Il y a deux choses, en fait. Il y a une éventuelle captivité par rapport au sujet plus ou moins choisi. Et ce que tu évoques ensuite, c'est la destinée du livre et le fait que, effectivement, la lecture et l'accueil et les interprétations nous échappent totalement. Moi, par rapport au sujet, je ne me sens absolument pas captive parce que je ne travaille jamais, en fait, à partir d'un sujet, réellement. C'est plutôt... ça peut être un début de phrase, un motif, une image, une scène qui va vraiment donner naissance au roman. Donc, il n'y a aucun enfermement, à part celui de l'écriture elle-même, du geste d'écrire, de l'acte d'écrire, mais pas du tout par rapport au sujet, puisque c'est l'écriture elle-même qui va entraîner le développement du livre. Donc il y a plutôt une grande liberté au sein de ce projet d'écriture, de cette écriture. Ce micro semble un petit peu encore peu réveillé, mais voilà, il fait la sieste, mais là vous êtes réveillé. Voilà, sacré. Yann, vous parliez, si on revient on peut se tutoyer d'ailleurs, comme dans la vraie vie. Hein. Oui. Et comme tu disais, dans le livre, tu travailles sur un sujet, mais tu n'es pas prisonnière. Mais en même temps, dans ce roman, il y a donc le destin de Marie, 13 ans, qu'on va suivre. Est-ce que, en étant dans le cerveau du personnage, en l'occurrence de Marie, qui va subir cette forme de captivité, à un moment, on est obligé de sentir dans sa chair ce que c'est que d'être enfermé.
Oui, mais ça, non, je ne dirais pas que ça enferme du point de vue de l'écriture, justement. Oui, bien sûr qu'on est obligé d'aller chercher en soi, puisqu'on n'écrit pas autrement qu'en allant chercher en soi, même quand l'expérience, le sujet traité semble très, très éloigné de soi. Donc oui, il y a cette espèce de plongée, mais au bout du compte, on n'est pas réellement enfermé, et c'est toujours une approche... une tentative d'approche la plus juste possible de ce qu'on a envie de restituer. Mais encore une fois, je ne le vis pas du tout comme un enfermement, parce qu'en fait, on a plutôt l'impression, plus on s'enfonce, plus on creuse, plus on cherche cette justesse, que tout s'ouvre et que c'est infini, en fait, ce qu'on peut explorer, mettre en place. Donc c'est plutôt une ouverture et une libération qu'une forme de captivité. C'est intéressant ce que tu mentionnes, parce qu'en fait, ça veut dire que travailler sur cette captivité qui pourrait donc enfermer ouvre au contraire une piste de narration nouvelle. Donc c'est le paradoxe de l'écriture. C'est aussi la même question pour vous, Yann, avec cette particularité, si l'on en croit les gazettes bien informées, que le sujet de votre livre, c'est-à-dire ce traducteur qui va se retrouver enfermé à la suite d'une farce. Il y a une ambiance festive, vous voyez, des sourires. Donc j'essaie de garder mon sérieux. C'est parce que je l'ai réveillé, en fait, c'est ça. Non, Yann mais justement, Yann, la source d'inspiration du livre, elle part d'une anecdote réelle, au sens que vous êtes bien allé dans ce musée à Florence, et qu'il y a eu comme une illumination. Oui. Ça marche. Oui. Non, mais il marche pas. Tiens. Non, il marchait pas. Alors, oui, alors je m'étais préparé à répondre à la même question. Restons sur cette question. Non, mais en tout cas, je trouve ça très amusant, parce que j'avais pas réfléchi au fait de se dire si on écrit, est-ce que finalement on est enfermé et ce qui est rigolo, c'est que c'est une activité quand même extrêmement asociale. On n'écrit pas qu'on est avec des copains ou je sais pas quoi. Donc de fait, on est en train de se retirer finalement du monde, mais on a toute la liberté du monde heureusement pour écrire ce qu'on veut, et c'est ça qui est chouette. Et en tout cas, dans ce cas-là, ce serait vraiment une captivité volontaire, quoi. Donc c'est pour ça que je pensais à ça. C'est pas super, mais ouais, voilà. Et par contre, pour répondre à la vraie question. C'est le point de départ du livre, du Canuzziato, il est vraiment on ne peut plus simple. C'est effectivement, j'étais à Florence, en vacances, et donc de Florence, on connaît la Galerie des Offices, on connaît plein de choses là où il y a tous les chefs-d'œuvre, et puis il y a le musée San Marco qui est donc un ancien couvent dans lequel un moine, Fra Angelico, a peint des fresques sur toutes les cellules des moines qui habitaient ce bâtiment. Et donc, c'est vrai que c'est un musée j'essaie de faire court, mais c'est un musée où en tout cas moi quand je l'ai visité, il n'y avait pas de touristes, comme ils n'ont pas des gros moyens, il n'y avait pas beaucoup d'employés, et il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance. Ce qui fait que j'ai pu passer, quand tu disais, mais c'est tout à fait ça, j'ai été ébloui par la beauté des fresques de Fra Angelico, et j'ai pu passer 1 heure, par exemple, dans une cellule sans que je ne vois personne. Et le point de départ du livre, c'est ça, c'est que j'étais tellement bien, et je voyais l'heure passer, je me suis dit, à un moment donné, ils vont fermer, et je me suis dit, tiens, mais si tu pousses la porte vers 17h à l'heure de fermeture, l'employé qui arrive, qui doit fermer les cellules, il peut se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est passé par là, qui a déjà... Et je pourrais rester au moins une nuit dans une cellule avec un tableau merveilleux, quoi. J'ai pas eu ce courage-là. Je suis rentré à la pension, dans la petite chambre que j'avais prise à Florence. Par contre, curieusement, j'ai écrit le premier chapitre. Et il y a un autre élément dans la réalisation du roman, c'est pour ça que l'idée de captivité, finalement, résume un peu la situation, c'est que effectivement le premier chapitre commence à être réalisé, rédigé dans la pension de famille, mais on oublie toujours que le roman a besoin de temps. Il y a une dizaine d'années qui vont se passer. C'est pas écrit, voilà, j'ai passé des vacances et puis ça y est, c'est édité. Et pour corriger le manuscrit, il y a une espèce d'étrange tragédie positive du destin. Il y a cet accident de vélo et le fait d'être alité de force, puisque c'est ce qui t'arrive. Et c'est à ce moment-là que tu peux te repencher sur le manuscrit. Donc c'est assez
incroyable d'être finalement dans une situation où certes il y a une liberté intellectuelle, mais d'être quand même contraint à l'immobilisme et de travailler sur un livre qui raconte le destin d'un homme qui décide de ne pas bouger. Alors, oui, non, mais il y a eu un moment donné où il y a eu le premier chapitre. À l'époque, j'étais pris dans ma vie professionnelle, tout ça, personnel. J'avais pas beaucoup de temps pour écrire. Donc, au début, je me suis dit, tiens, tu as fait ça pour toi, ce sera une grosse nouvelle. Et puis voilà, j'ai vu que je complétais, que je me suis dit, il pourrait y avoir une histoire. J'ai continué à écrire. En 1 an et demi, j'ai eu une première mouture, à peu près. Et c'est effectivement, j'avais pris 1 mois de congé pour essayer de corriger. J'ai pas réussi donc, je l'ai pas envoyé. J'ai laissé passer quelques années. Et le coup du sort a fait que j'ai eu un accident bête de vélo, je me suis cassé une vertèbre, j'ai eu 5 mois d'arrêt. J'étais pas alité, hein. Je pouvais quand même bouger, mais par contre j'avais obligation de rester chez moi. Et je me suis retrouvé dans la situation de le finir alors que j'étais reclus. Mais ça, je n'en ai pas eu conscience du tout, quoi. Et dans le livre, d'ailleurs, le fait d'être reclus permet au traducteur aussi d'avancer ses travaux de traduction. Donc il y a des étranges symétries du destin. Toi, ça t'a permis de finir le livre. Niels, dans Cartographie de l'oubli, comme on l'a dit, la captivité n'est pas le point de départ. Le livre ne s'ouvre pas sur une scène de captivité, puisque le livre nous plonge dans le destin de l'Allemagne au début du XXe siècle. On va suivre notamment les tribulations d'un militaire qui n'existe pas dans la réalité, mais qui va rencontrer des faits réels. C'est Jacob, qui est un brave garçon, qui va être militaire là-bas, qui représente à l'époque pour l'Allemagne un nouvel Eldorado, hein, cette espèce de terre à conquérir malgré les conditions climatiques, malgré les populations environnantes, qu'il va falloir convertir ou pas à la cause de ce grand Allemagne. C'est un sujet qui est peu abordé, donc ça veut dire qu'il y a une plongée dans l'histoire, il y a une plongée dans les documents. Alors quel rapport, toi, tu as par rapport à cette idée de captivité? Est-ce qu'on devient prisonnier de son sujet quand on se penche sur une page d'histoire qui a existé, qui a fait l'objet de nombreux livres et qui reste malgré tout méconnue? Alors, étonnamment, je pense il y avait une peur peut-être d'être captif de l'histoire, justement. C'est-à-dire de juger cette Allemagne et de juger donc le destin de ces soldats par rapport à l'histoire allemande du XXe siècle et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était plutôt cette peur de la captivité. C'est pas j'ai jamais réellement pensé être captif du sujet ou alors la captivité à l'intérieur du livre, mais c'était toujours, quand j'ai construit le livre, c'était de me dire que le personnage est en 1889 au départ et ne sait pas ce qui va arriver. Donc c'était garder cette idée d'essayer de reconstruire cette histoire à partir du véritable point de départ et pas en se disant, pour ne pas essayer de juger finalement ce qu'avaient fait les Allemands ou ce qu'on connaissait de l'histoire. Donc c'était peut-être en tout cas, je ne sais pas si c'était une peur ou un intérêt, mais c'était cette attention en tout cas à ne pas être captif finalement donc de la grande histoire qu'on connaît, pour véritablement me plonger dans cette histoire complètement folle où après la conférence de Berlin, les Allemands disent on va aller sur ce territoire vierge et créer une colonie. Et donc c'était pour essayer de voir l'histoire à travers les yeux de ces jeunes soldats et pas à travers un jeune homme au XXIe siècle qui sait ce que va être le XXe siècle et l'Allemagne qu'on connaît. Et comment on fait, s'il y a une recette, pour ne pas être prisonnier du symbole, en ce sens que on dit que ce qui s'est passé en Afrique à cette époque, c'est pas simplement l'enfermement de la tribu des Héréros qu'on découvre dans le livre, mais c'est les prémices de ce qu'on va appeler plus tard la Shoah. Donc ça veut dire que ce mécanisme concentrationnaire ne va pas naître ex nihilo comme ça par hasard, il y a malheureusement des précédents. Et encore une fois, c'est une page de l'histoire oubliée. On en parlait en venant en disant que d'ailleurs le mémorial de la Shoah qui se trouve à Paris, qui est consacré à cette période de l'histoire, a fait une exposition sur le sujet. Tu y feras une lecture publique en juin. Mais quand même, comment on aborde ce moment où cette tribu africaine va être réduite à un univers concentrationnaire, en sachant que ça a par ailleurs donné la Shoah, évidemment à l'époque on ne le sait pas, pour ne pas être tenté d'en rajouter ou même d'amener des signes pour dire, vous voyez, c'était précurseur, alors que l'histoire n'est jamais aussi limpide. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, et je pense que c'est ça l'intérêt de l'auteur de fiction, en tout cas, c'est de pouvoir rentrer dans la grande histoire par des destins personnels. Donc il y a cette idée de rester quand même très proche des personnages et de les faire évoluer dans une notion de temps linéaire, mais en explorant leur passé, en explorant leur motivation. Et donc il y avait cet intérêt-là quand même de rester vraiment plongé dans cette histoire. Ensuite, on aborde cette notion et l'héritage finalement de la colonie à travers le personnage d'un jeune métis qui sera lui l'héritier de l'Allemagne et de l'Afrique parce que noire. c'est un livre à plusieurs voix, donc on est
au moment où Jacob vit cette histoire de l'Allemagne conquérante, et on est aussi en 2004 avec ce Namibien qui revisite en quelque sorte son histoire. Exactement, qui revisite, mais c'est vrai qu'il y a quelques idées toujours, quelques liens sont établis, notamment sur les grandes idées, l'idée de théorie raciale et l'idée d'espace de peuplement qui vont être abordées. Mais ensuite, je pense que la meilleure pour moi a été de m'intéresser à la Namibie et de rester finalement en Namibie. C'est aussi ce livre, c'est la construction aussi d'un territoire, en tant que territoire avec des frontières données, c'est la construction d'une nation, d'une identité. Et donc c'est de cette manière aussi où je suis resté finalement vraiment plongé dans la Namibie, en faisant évidemment des ponts, mais pas... C'est vrai que de temps en temps, c'est tentant de dire on va faire des liens très clairs entre ce qui s'est passé sur les populations héréro et ce qui s'est passé ensuite sur la population juive. Mais il faut essayer de garder une distance avec ça. De garder une distance, et la distance pour moi était de me maintenir toujours en Namibie. Et c'était ça la manière la plus forte pour moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un autre point commun entre les 3 livres. On parle de captivité, mais chacun à votre manière dans vos livres, vous faites intervenir l'histoire. On a compris avec toi, Niels, qu'effectivement, l'histoire est au cœur du roman. Yann, l'histoire, c'est celle de 2002 avec toute l'actualité de l'Italie, plus l'assassinat d'Aldo Moro. Donc, il y a quand même un fait d'actualité qui était avant, mais c'est toute cette toile de fond. Et Carole, toi, l'histoire, mais alors notre histoire actuelle, voire intemporelle, mais qu'on sent aujourd'hui, elle retentit au travers de voix de femmes qui vont arriver au fil du livre, les Yazidis, d'autres au Mexique, qui sont des femmes qui ont été enlevées, qui sont des femmes victimes de captivité. Alors la question c'est, pourquoi, par exemple, dans le cas de ton livre, est-ce que ça s'est imposé comme une nécessité? C'était un militantisme? Comment expliquer cette trajectoire? Non, c'est pas du tout un militantisme, même si c'est pas quelque chose que je renierais, puisque je me sens tout à fait en accord avec ça. Et si ça peut être perçu comme ça par le lecteur, pourquoi pas. Mais c'était pas du tout l'intention de départ. Il n'y avait pas d'intention d'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui, oui, s'est imposé parce que j'étais totalement dans cette histoire de séquestration et d'une certaine manière de violence imposée. Par une sorte de délire, de perception différente de la réalité par le ravisseur. Et partout autour de nous, au moment où j'écrivais, et puis je dois dire depuis toujours, même si on a l'impression que ça s'est accentué aujourd'hui parce qu'on en entend beaucoup plus parler, me parvenaient ces voix, parce que j'ai tendance à entendre des voix, j'avoue, j'écris beaucoup à partir de ça, je suis traversée, habitée par des voix, d'abord, toujours, et j'ai été vraiment occupée, habitée, rattrapée par ces voix de femmes, pas seulement d'ailleurs enlevées, il y a des femmes directement brutalisées, assassinées, enfin vraiment par la violence faite aux femmes partout et de tout temps. Et petit à petit, leur voix s'est imposée, s'est infiltrée dans le roman jusqu'à occuper carrément un chapitre entier et ensuite refluer doucement, mais c'est vrai que c'est très présent. Et parce que j'ai ce sentiment, et je pense que c'est à partir de ça qu'il y a des baisses de son, bon. À partir de ça qu'on écrit aussi, qu'il y a une sorte de... On est reliés, enfin, il y a différentes choses comme ça qui courent dans le monde, la violence, pourquoi pas aussi le moteur de l'amour, enfin, c'est pas seulement des choses graves et douloureuses, et que peut-être l'écrivain a cette particularité de percevoir. Et donc moi j'essaye de saisir ça, de le capturer en l'occurrence et de le restituer. Mais c'est vraiment effectivement quelque chose qui n'était pas une intention de départ et qui s'est imposé. Et il y a une volonté, bien sûr, on partagera cette question, mais du livre Je dansais, on a lu beaucoup de gens qui disent oui, finalement, ça rend le destin donc de Marie qui est captive de Édouard, hein, c'est dans le livre, ça la rend universelle. Puisqu'on est dans la captivité, on peut dire que le contraire de la captivité, ça serait l'universalité. Est-ce qu'il y avait quand même cette idée qui se fait jour au fur et à mesure? Alors, en fait, non, parce que je pense que plus on va vers l'intime, plus
plus on touche à l'universel. Donc c'était pas du tout une sorte de garantie que l'histoire de Marie touche tout le monde, que tout le monde puisse s'identifier, et pour donner une sorte d'ampleur. Alors effectivement, c'est comme ça que c'est apparemment perçu et lu, et tant mieux, là encore une fois. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Je pense qu'on peut raconter des choses très ténues, très intimes, qui sont vraiment de l'ordre de l'intériorité, et vraiment, au contraire, aller tellement profond. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que ça va toucher tout le monde. Donc non, c'était pas du tout une intention, là encore, par rapport à un effet produit ou pour toucher davantage de lecteurs, ou pour rendre cette histoire plus ambitieuse. Bon, après, si effectivement ça permet que davantage de lecteurs y accèdent et acceptent, du coup, parce que je pense que la difficulté du livre, c'est que... Je vais peut-être prendre l'autre micro. Non, ouais. La difficulté du livre, c'est qu'on se met aussi dans la tête du ravisseur, et ça peut être très troublant. Ravisseur qui a une apparence de monstre, mais qui n'est pas un monstre, qui est dans sa réalité à lui. Et du coup, peut-être que cette dimension plus large permet d'accepter cette espèce de marché, de pacte entre moi et le lecteur, et de poursuivre la lecture jusqu'au bout. Et alors justement, il y a le contexte de ces voix de femmes qui ont été entendues, qui sont données en écho par ton livre. Tu situes le livre en 2002, c'est-à-dire cette action de séquestration. Alors justement, là aussi, pourquoi besoin de ce contexte historique? Parce que finalement, l'histoire de Fabrizio, qui est le héros, aurait pu avoir lieu à n'importe quelle époque, en tout cas dans le mécanisme, de la captivité, et de ce qui est très présent et qui est une autre forme d'enfermement, le mécanisme administratif, c'est-à-dire qu'effectivement la police va arriver ensuite, mais il y a toute une série de tribulations qui font que le destin de ce traducteur va devenir compliqué, qu'il a des liens avec peut-être, on ne sait pas, hein, on ne va pas briser le suspense, des groupes terroristes. Donc la question, c'est pourquoi ce contexte de 2002 ? Qu'est-ce qu'il a apporté dans l'énergie du roman ? Parce que le phénomène de captivité, il est presque intemporel en soi. Parce que tout simplement, c'est une période qui m'intéresse. En tout cas, en 2002, moi, je me souviens à l'époque, quand c'est le deuxième retour de Berlusconi au pouvoir, et nous, en France, on est assez moqueurs. On donne des leçons. On regarde ça vraiment de très très haut. Alors moi, j'ai pas la prétention, j'ai ni les compétences d'ailleurs pour faire un pamphlet politique, mais j'avais envie de faire une espèce de comédie à l'italienne qui en tout cas relie. Moi, je pense que le personnage, quand il se retrouve enfermé, il est aussi à la croisée finalement des chemins dans sa vie. Il doit prendre des décisions, on ne sait pas s'il va les prendre ou pas. Et à la fois, je trouvais que du coup 2002, c'est aussi une période où on est en tout cas à la croisée de deux périodes moi qui m'intéressent, à savoir la vie sous Berlusconi et bien avant donc le spectre les Brigades Rouges qui entre 1970 et 1981 qui donc menaient des actions armées et en tout cas ces deux périodes d'une part m'intéressaient. 2002, moi j'ai le souvenir marquant quand même de comment en France on pouvait se moquer de ce qui se passait en Italie, et puis qu'est-ce qui se passe ? Il se passe le 21 avril. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, 15 ans plus tard ? Rien n'a changé, quoi. En tout cas, on n'est pas beaucoup plus avancé. Et puis on voit que Trump a réussi. En fait, Trump aujourd'hui est président des États-Unis, ça paraît assez improbable. Les 4 premiers mois de la présidentielle, en termes scénaristiques, je pense que la réalité, à chaque fois, elle dépasse la fiction. Et tout ça, je suis en train de divaguer, mais je me rends compte que je voulais dire quand même que j'ai voulu écrire une histoire qui est une comédie, qui a des éléments sans doute rocambolesques, mais j'ose espérer qu'à la fin du livre, on pourrait se dire qu'une histoire comme ça pourrait arriver. Et je crois, hélas, que ce qui se passe là ces 6 derniers mois,
Ouais, encore une fois, la réalité, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Il y a des moments donnés, on écrit des choses, on se dit non, là, je vais exagérer, on va trouver que c'est n'importe quoi. Et puis finalement, à la limite, on est presque tenté de se censurer, alors qu'en fait, dans la réalité, on vit un drôle de monde, quoi. Et on retrouve un point commun entre vos 3 livres, c'est la place du destin personnel pour faire la grande histoire, puisqu'effectivement, à chaque fois, c'est un prétexte. Il y a aussi, ce qui transparaît dans vos livres, c'est le mécanisme de la captivité. On parle de captivité multiple, mais la captivité va se mettre en place. Il y a un mode de fonctionnement. Quand on emploie ce type de terme, c'est pas pour dire qu'il y a un bourreau et une victime et qu'une personne serait condamnée à être victime toute sa vie, mais il y a un moment qui cristallise cette situation, on va rentrer dans ce processus de captivité. Dans vos 2 livres, il y a une rencontre particulière, il y a une farce qui tourne mal. Dans le livre de Nietzsche, dans Cartographie de l'oubli, là, les mécanismes, ils sont autrement pensés, puisque on voit avec vous, Niels, tout l'aspect administratif. En fait, il y a ce côté de l'administration allemande qui va tout répertorier. Il y a des indicateurs de performance, c'est-à-dire que ce qui est le symbole du camp de concentration moderne, qui naît donc dans cette Afrique, va être fiché, identifié. On sait même presque la productivité de chacun. On accepte que certains meurent parce qu'on aura toujours un stock d'esclaves. Donc comment on fait pour appréhender ces mécanismes? Il y a un travail d'enquête. Comment on les... Alors c'est vrai que c'est très administratif à partir dans les années 1904 où il commence à décider de faire des camps de concentration donc en Namibie. Il va avoir des registres qu'on peut aller voir dans les archives nationales allemandes, qui sont donc consultables, et les registres fonctionnent d'une manière simple puisqu'on mettait un numéro sur le bras d'un héros et ensuite on regardait chaque jour s'il était apte ou non au travail et si jamais il décédait, la raison. Les registres sont sortis quand même. Il y a quelque temps, il y avait eu un livre dans les années 1920 qu'un Anglais avait fait, qui avait relaté tout ce que les Allemands justement avaient fait. Ce livre a été caché, il est ressorti maintenant et il est consultable. Donc on sait que ça a existé, puisque encore une fois les registres sont consultables, pardon. Et c'est vrai que ça annonce, c'est aussi un lien avec le XXe siècle ensuite, la Seconde Guerre mondiale, ça annonce vraiment l'administration allemande très claire. C'est-à-dire on rentre dans un processus où finalement l'être humain est complètement dématérialisé, devient un simple numéro, et on rentre dans cette idée alors c'est pas des camps d'extermination, mais ça revient au même, puisque l'être humain, l'autre, est pensé comme étant simplement une manière. Alors à l'époque c'était pour construire les chemins de fer, c'était pour construire la colonie, mais donc on l'appréhende, c'est su dans les recherches. Enfin voilà. Donc, à part d'une source objective, d'une source historique, avec cette autre particularité. Il y a un moment dans le livre où alors il y a plein de personnages, mais on ne dévoile pas tout évidemment, où Jacob, entre guillemets, monte en grade et il devient, je vais faire exprès d'employer le terme, gestionnaire d'une île où sont parquées ces tribus. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on croit toujours que les révolutions, les grands drames sont nés de moments très grandiloquents, alors que c'est qu'une succession de petits gestes. C'est une forme de résignation de la part de Jacob. Il est sur l'île. Les esclaves sont amenés en bateau, mais la zone d'eau qui est autour de cette île contient des crocodiles, donc c'est une zone dangereuse. Des requins, pardon. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'habitue. C'est-à-dire qu'en fait, ces gestes quotidiens, ils ne sont pas forcément retranscrits par les historiens, puisqu'il faut les deviner. Alors comment on fait? C'est l'imagination qui est venue? On se met dans la peau du personnage? C'est l'imagination qui fait beaucoup. C'est vrai que si on travaille, moi je ne suis pas historien, mais si on travaille en tant qu'historien, on va s'intéresser aux faits. Les faits existent et ils ont une existence propre. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir par qui ils ont été perpétrés, pourquoi ils ont été faits. Et c'est de cette manière-là, ensuite, à partir de documents officiels, à partir de documents de preuves, finalement, on invente un petit peu les histoires qu'il y a autour. Et on voit, moi j'étais intéressé aussi par montrer l'idée qu'il y a une espèce d'entité très forte qui va être l'armée et qui va imposer à Jacob, finalement, chacun de ses choix, et il va être écrasé par un système qui le dépasse, et le système, lui, va définir les grandes lignes, c'est-à-dire donner un ordre d'extermination, donner l'ordre de construire des camps de concentration, donner l'ordre de construire des réserves quelques années plus tôt,
Mais ça, ensuite, c'est fait par des soldats. C'est fait par des soldats qui vont être motivés chacun par des décisions qui leur sont propres. Et c'est cette idée qui m'intéressait, moi, d'explorer comment finalement tout ce mécanisme s'est mis en place. À partir du moment où un homme, et on le voit en Namibie, c'est assez flagrant, il y a l'arrivée d'un général, qui est le général Lothar von Trotha, qui va être appuyé complètement par l'Empire pendant de nombreuses années, qui lui va définir les grandes lignes, et ensuite les soldats prennent le relais. Et il y a un moment où finalement ils vont tellement loin dans une espèce d'horreur et de volonté de réduire à néant l'existence de l'autre, où il y a une perte totale de conscience. Et ça, alors c'est évidemment pas lié à la Namibie, ça peut arriver partout, je pense, quand on voit dans de nombreux conflits, même aujourd'hui, des soldats qui vont censés apporter la sécurité, être le garant de la sécurité, finiront par être des violeurs. Donc c'est la même idée où il y a une espèce d'emballement de l'histoire, d'emballement de la violence, et une perte un petit peu à la fois du libre arbitre et de la conscience. Et à partir de là, tout est possible. Et moi, j'ai voulu l'exprimer par ce personnage de Jacob qui, pour se rapprocher d'une jeune femme, acceptera finalement de prendre une décision la plus terrible, pensant au début pouvoir apporter un peu d'humanité ou un petit peu de changer un peu les règles, et finalement être complètement dépassé par ce qui s'est mis en place. Oui, ce qui est important aussi, voilà, de souligner, c'est cet appétit du personnage qui pense qu'il va pouvoir, minorer des décisions qu'il sait injustes, et il s'aperçoit que le système est plus fort que lui. Il y a un autre élément aussi qui est fascinant en tant que lecteur, dans le cas particulier de ce livre, c'est que, effectivement, comme von Trotha ou d'autres, il y a des personnages historiques. Et grâce à Internet, on peut avoir leurs photos où ils posent fièrement avec ce décor d'époque, photos en noir et blanc. Et c'est assez étonnant de se dire que ces hommes qui posent fièrement sont quand même responsables d'atrocités. Il y a une espèce de discordance entre le regard. Ils posent face à l'appareil, espérant peut-être rester dans l'histoire. Et finalement, l'histoire retient d'eux cette face obscure. Alors, comme il est question d'explorer les captivités multiples et de rentrer dans le livre, on va justement partager un moment de ces livres, et on va voir avec Je dansais. Carole, on est au début du livre, c'est ça? Donc au début de ce livre qui raconte le destin de Marie. Et voilà, dès les premières pages, le livre commence par une mise en exergue. Nous n'avons pas été sauvés. Une poignée d'entre nous s'est enfuie, mais nous n'avons pas été sauvés. Nous sommes pour la plupart encore entre leurs mains. Je dansais. Du matin au soir, je dansais. C'est ce que je faisais avant lui. La vie était légère et joyeuse. Je fredonnais intérieurement. J'avais l'ouïe fine mais sélective. Ma voix secrète couvrait les mauvais bruits du monde et tout ce qui m'ennuyait. Chaque matin, je passais du sommeil à un éveil pur et plein d'attentes. Je m'élançais. Il y avait tant d'énergie en moi que je déjeunais à peine avant de partir pour l'école. C'était inutile, mes membres, mon regard, le sang dans mes veines, tout palpitait, semblait déjà nourri et prêt pour le monde. Et j'aimais que rien ne me leste. Je cassais beaucoup. La vivacité, l'allant ne sont pas propices à la délicatesse. En le tendant trop brusquement à sa destinataire, j'ai ainsi laissé échapper le cendrier fabriqué à l'école pour la fête des mères. Il a explosé au sol, j'ai fondu en larmes. Je le voyais splendide. Il était très laid, et ce dut être pour maman un soulagement. Ce maman sonne étrangement comme une comédie que je me joue les poings serrés et qui grince. Mais si je dis ma mère, je la laisse s'éloigner, je renonce, je la perds. Parfaite, maman, ma chère petite maman, a fait mine de se désoler autant que moi. J'avais 8 ou 9 ans et sans le savoir, seulement 3 ou 4 années de poterie maladroite, de vanneries inutiles et d'affreux miroirs en aluminium devant moi. Maman recevait toujours ses offrandes avec un mélange d'embarras et d'émotion. Sans doute plus d'embarras, beaucoup plus. Elle devait s'en plaindre et en rire avec papa, mon cher petit papa, derrière mon dos. J'imagine ce qu'elle donnerait aujourd'hui pour de tels présents. Ou alors, il dit vrai et elle m'a oublié. Ici, nul bruit à couvrir. Seul le silence et sa voix déchirée que rien, aucun chant en dedans, aucune pensée triste ou gaie ne peut empêcher de tout envahir. Ma chair, mon cerveau, mon sommeil. Une dévastation. Ici, je ne danse plus. Comment en avoir ne serait-ce que l'idée? Je ne sais plus distinguer le jour de la nuit, n'ai plus jamais hâte d'être éveillée.
Pourtant, il m'y oblige, il veut parler, me voir, me toucher, que je lui parle, le vois, le touche. Le voir, c'est-à-dire vraiment le regarder, les premiers temps, c'était une épreuve. À force, je ne retrouve plus le chemin du dégoût. Ton regard, cette première fois, ton regard. D'abord, je voudrais disparaître. Je me sens rat, débusqué, cloué à la rue où nous nous croisons. Comment oses-tu, petite ? La femme qui t'accompagne, ta mère, je le saurai plus tard, comme je saurai peu à peu tout ce qui te concerne, a repéré le monstre de loin et aussitôt accroché ses yeux au bitume, ainsi que la terre entière le fait. Ou alors on regarde au ciel, en dedans, n'importe où, mais surtout pas l'horreur que je suis. Toi, présence toute en légèreté sautillante, toute de grâce et de gaieté, tu t'es seulement raidi et c'est à mon regard enfoui dans le chaos que le tien, plein de défis, s'est rivé. J'en suis frappée, littéralement frappée, au ventre, et je me plie une seconde sous le cou, au visage qui n'en est plus un, aux jambes tremblantes. Que fais-tu, petite, et pourquoi ? Allons, flanche, lâche, désintègre-toi. Mais rien, c'est un bref duel et tu ne t'y dérobes pas. J'avance dans une ouate épaisse, râpeuse, le sang grondant à mes tempes. Je m'oblige à rester droit, j'essaye de te lire. Tu te moques, sûrement tu te moques. Mais comment n'es-tu pas horrifié ou au moins envahi de dégoût ? Je crois tomber à chaque pas. La distance entre nous est pour moi un calvaire qui s'étire au fur et à mesure que nous avançons l'un vers l'autre. Tu ne cèdes toujours rien. Pourtant, il m'apparaît en approchant que tu ne cherches pas à m'humilier, non. Je vois que ta bouche est tendre et triste, et j'en suis stupéfait. Tu me consoles. Dans ce temps figé, un cadeau, tu charges ton regard d'une infinie compassion. Je dirais que tu n'as pas 10 ans, mais tu as saisi en un instant ce que c'est que d'être moi. Tu as décelé le reclus derrière le masque d'horrible et douloureuse chair, et déjà tu me délivres. Quelque chose d'encore vivant et fier en moi s'échappe, que tu recueilles, que tu sauras aimer. Je le comprends aussitôt. Merci Carole pour cette lecture. Et comme vous l'avez entendu, il y a la voix de la recluse, on pourrait dire, et puis ensuite la voix de Édouard. Et il y a ce premier mot qui commence le livre, ce verbe, je dansais. Et je dansais, c'est évidemment on se dit que c'est évidemment le contraire de la captivité, puisque danser, c'est danser dans un espace libre, dans un espace presque sans frontières. Donc ce mot, il est venu comment, je dansais ? Je pense que pour moi, c'était d'abord parce que cette enfant, je la voyais danser. C'est peut-être que quand le personnage s'est construit et quand je l'imaginais avant la captivité, je la voyais danser en permanence. C'est vraiment ce qui a été le premier élément de sa personnalité. Et puis, il me semble que dans ce titre, on a à la fois donc, la vie qui est incarnée par la danse, le mouvement, la liberté, et au passé, la perte de cette liberté. Donc c'est vraiment comme ça que le titre s'est imposé. Alors, au nom de la transition parfaite, Carole, tu as lu le livre Le cas Annunziato de Yann. Et puisqu'on est au sujet de la captivité, toi, comment tu l'as ressenti, cette captivité ? C'était le sujet du livre pour toi, la captivité ? La question... Oui, à toi, s'adresse à toi. Est-ce que le sujet du livre de Yann était la captivité ? Tu l'as ressenti comme ça en tant que lectrice ou... Non. Parce que je dis ça pourquoi ? Parce que beaucoup de gens disent finalement c'est plus une aventure burlesque avec tout ce qu'elle sous-entend qu'un sujet sur la captivité. Non, en tout cas, j'ai pas du tout l'impression parce que la captivité est en tout cas abordée de façon quasi ludique et comme tu le disais volontaire en plus, enfin au moins au départ. Du coup, il n'y a aucune véritable oppression qui s'installe par rapport à ça. Et très vite, ça permet au contraire d'aller explorer d'autres choses. Donc non, je n'aurais pas défini le livre comme un roman sur la captivité ou autour de la captivité. Alors justement, on va écouter un extrait de ce roman. Et Yann, on est au début du livre, c'est ça ? Au tout début de l'histoire ? Oui, le tout début. Vraiment la première page. Alors allons-y, donc c'est vraiment le début. Le 16 mars 2002, dans le couvent dominicain aménagé en Museo Nazionale di San Marco à Florence, Piazza San Marco,
numéro 1, téléphone 055 29 48 83, entrée 4 €. Camélia Daibardi, employée de musée, outrepassa sa mission de surveillance en s'autorisant une farce qui se voulait simplement, en unique ressort, une amusante réprimande. Dans la cellule numéro 5, ancien appartement du moine Fra Giovanni, décoré d'une modeste complainte au Christ sur la croix, mais nanti d'une lucarne, Camélia Daibardi venait de surprendre un homme âgé d'une trentaine d'années, 39 ans, depuis 2 jours précisément, jouant à enfermer un couple d'amis dans le réduit de 3 mètres x 3 mètres, un parfait carré. Séquestrer un individu, homme ou femme, même encombrant et lourd, débordant le quintal, est aisé, dans n'importe quel pays. La manœuvre est simple, on pousse une porte, on la verrouille. La combinaison ne nécessite bien souvent, hélas, aucune paperasse administrative rédhibitoire. Ou si peu. Ici, Piazza San Marco, la procédure se révèle effectivement peu compliquée. Elle astreint à libérer les boucles pourpres de cordons de velours amarrés à des piquets, chromés et feuilletés d'or de pacotille, épieux dessinant un triangle isocèle dont la finalité vise à empêcher les visiteurs de pénétrer plus en avant dans la pièce. Ensuite, il suffit de tirer l'imposante porte en bois. Avant, c'était un beau cèdre libanais, muni de l'indispensable clé. Une pure formalité. À cette heure, la grosse clé en fer de la cellule repose en évidence dans une étroite niche aménagée dans le mur prolongeant. Sur la droite, la porte. Nous y sommes. Alors nous y sommes au début du livre. Le ton est résolument, comme le titre d'ailleurs, avec cette expression « le cas Annunziato », donc on est dans quelque chose aussi lié à l'enfermement du vocabulaire quand il est administratif. Et justement, comment ça s'est imposé ou pas, le fait de commencer de façon très factuelle, très fiche de police en quelque sorte, puisque c'est aussi une notion qui jalonne la vie de cette histoire. En tout cas, la première phrase, j'avais presque envie de faire presque une dépêche d'agence, de l'agence France Presse. Ça répond à toutes les questions, qui, quand, quoi, où, comment. Et après, par contre, j'avais envie de la dynamiter en mettant le numéro de téléphone, le prix, que déjà des choses un peu burlesques, un peu, qui font dérailler le train, qui déjà viennent dans cette phrase et qui donnent finalement en tout cas le ton de ce que va être l'histoire. Après le cas Annunziato, c'est amusant de dire le cas selon le terme administratif, parce que moi le titre je l'ai envisagé en fait sur ce personnage. Pour moi c'est un cas, mais dans ce cas vraiment c'est tellement voilà. Mais pour moi c'était comme on dit, c'est un cas. Un cas, non, un cas comme on dit d'une personne, mais vraiment c'est un cas, quoi. Oui, un peu psychiatrique, comme disait Carole. Donc voilà, plutôt léger en fait, voilà. Mais alors évidemment, comme certains d'entre vous ont lu ou auront envie de lire le livre, si vous avez des questions avant qu'on ne se quitte, n'hésitez pas. Les auteurs sont là et c'est le moment d'en profiter. On va également, Nils, vous écouter. Voilà, le volontariat et la solidarité entre auteurs jouent. Alors, la difficulté pour Nils, c'est qu'il va lire un passage qu'il n'a jamais lu en public. Un passage tout à fait. C'est vous qui avez décidé. Voilà, ça, arbitrairement. Je m'en remets à votre choix. Alors, juste, on va resituer le moment où intervient ce passage pour qu'on comprenne, puisque c'est un passage qui montre aussi comment se met en place finalement cette captivité. Oui, exactement. Ça montre comment c'est finalement là, des colons qui sont arrivés en Namibie à qui on a remis une terre, et ça va être la manière dont ils se comportent avec les héréros. Alors, chaque jour... Attendez. Voilà, je vais commencer là. Avec les années, Bloomfield avait appris à la détester, cette terre. Seuls des nègres pouvaient vivre ici. L'État l'avait roulé, il s'était attendu à tout, sauf à ça. Certains avaient des minerais sur leur propriété, plus à l'ouest, minerais qui valaient un paquet de pognon, mais lui, il n'avait rien, à part des bêtes et quelques héréros, mais quelle différence ça fait. Chaque jour, il haïssait un peu plus le Reich, le Kaiser, ses escapades, sa difformité. Un homme si torturé est forcément mauvais. Le gouverneur, tous autant qu'ils étaient pour l'avoir emmené ici.
Mais rentrer au pays était impensable. Rien ne l'attendait. Puis une fois qu'on connaissait cet enfer, c'était inutile de vouloir le quitter. Il fit signe au contremaître de les conduire vers l'enclos, près des cactus géants. Ces arbres étaient incroyables. Ils parvenaient à survivre à n'importe quelle température. Bloomfield avait été impressionné la première fois qu'il les avait vus, droits, un peu bombés et tellement épineux. Et il les avait trouvés moches, comme une bite verte monstrueuse. Les bêtes qui s'y étaient frottées avaient meuglé toute la nuit de douleur. Il avait pensé les faire abattre, puis avait fini par se dire qu'ils pourraient être utiles un jour. Il ordonna qu'on mette les héréros nus. Aucun d'eux ne protestait, habitués à la domination blanche qui s'était faite en quelques années. Tout en leur donnant des coups de botte, le contremaître les obligeait à se déshabiller. Il y avait 2 hommes, l'un plus jeune, et une femme, à l'âge indéfinissable. Quand elle se retrouva nue, Bloomfield sentit un picotement dans son pantalon. Il mit la main dans sa poche et se pinça la verge du bout des doigts pour arrêter son érection. Il ne pouvait pas bander à la vue d'une négresse. Il eut une pensée pour sa femme, jeune Allemande rousse à la peau claire. Où était-elle ? Sans doute avec son nouveau mari quand lui croupissait ici. Devant lui, le jeune tremblait, ce qui le fit rire. Sa masculinité disparaissait à cause de la peur. Le vieillard avait l'air serein, du genre j'en ai vu d'autres. Bloomfield mit la main devant ses yeux pour se protéger du soleil et s'approcha d'eux. Depuis qu'il était arrivé, il refusait de les toucher, comme si la noirceur de leur peau cachait quelque chose. En plus du contremaître, il y avait 3 fermiers, des durs à cuire, habitués aux colonies et qui se moquaient pas mal du destin des hommes. Ligotez-les, dit Bloomfield à leur intention, tout en désignant les cactus. Ce qu'avait oublié de dire le contremaître, c'est qu'en réalité, il était le responsable de la fuite de la vache. Il avait oublié de fermer la porte de l'enclos, mais ça ne faisait pas de différence. Il commença par le plus vieux. Son corps marqué de coups, de brûlures, autant de violences gratuites. L'Allemand le traîna sur 3 mètres, il passa une corde autour du cactus, une en hauteur et une autre en bas. Il n'avait encore jamais essayé ce type de sévices. D'habitude, il se contentait de les bastonner, mais un soir, il s'était dit que la prochaine fois, il devrait les attacher, bras en croix, sur ces cactus, à l'image du Dieu que les missionnaires avaient amené ici. Le vieil homme ne bronchait pas, il se tenait droit pendant que l'autre préparait son affaire. Le soleil montait dans le ciel à vive allure, comme s'il prenait de la hauteur pour assister au spectacle des hommes. Bloomfield ne se demandait pas si ce qu'il faisait était juste ou non. Il le faisait. Un point, c'est tout. D'un coup de pied dans le ventre, le contremaître balança le vieil homme contre les milliers d'épines. Il le fit avec une telle violence qu'elles s'enfoncèrent de 4 cm dans la peau distendue. L'homme ne put encaisser le choc. Il sentit chaque piqûre dans sa chair, chaque pointe de douleur. Voilà, c'est ce moment avec ce qui montre le livre, en fait, c'est la déconsidération de l'autre. Et le mot est encore faible. Et finalement, ce sentiment aussi du personnage à ce moment-là, de Bloomfield dont vous parlez, qui pense à sa femme, il se dit, bon, je suis là, finalement, on rend les choses ordinaires, même les choses impensables, et ce passage entre les différentes faces de l'âme humaine, qui est évidemment un problème universel, sauf que là, ça va déclencher la Shoah qui viendra après. Vos livres, finalement, touchent à des sujets, on a résumé ça autour de la captivité, et avant de se quitter, justement, d'abord, est-ce que, comme on dit aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce mot de captivité ? Est-ce qu'il définirait, parce qu'on a eu cette discussion en venant, et voilà, c'est ça la magie des rencontres, on n'était pas tous d'accord. Alors, Carole, la captivité pour Marie, ou c'est autre chose qui transparaît ? Non, effectivement, la captivité pour Marie, donc on peut dire que la captivité, c'est le point de départ de l'histoire racontée dans le livre, mais beaucoup plus largement, il s'agit d'enfermement de Marie, d'enfermement, comme tu le disais, d'Édouard dans son apparence, d'enfermement de chacun dans sa réalité, et lui dans cet amour complètement fantasmé et délirant, l'enfermement des parents dans leur douleur et leur perte et leur attente de Marie, etc., etc. C'est vraiment un livre autour de l'enfermement, plus qu'effectivement la captivité, qui est quelque chose de précis et qui implique une action, et un responsable et une victime. Est-ce que, compte tenu du sujet qui est évoqué, il y a déjà eu, il y a des réactions de lecteurs autour de ça qui sont surprenantes, parce que, évidemment, là encore, on est dans des sujets qui parlent et qui font écho à des actualités. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de retours de lecteurs qui ont été vraiment très déconcertés au moment où on arrive, donc très vite, dès le 2e chapitre, à la voix du ravisseur. Et certains, et j'aime bien quand on me raconte comment ça a été lu, c'est toujours intéressant, certains ont vraiment eu besoin de poser le livre
parce que je crois que la peur qu'il y avait en eux, c'était d'être complice, c'est-à-dire parce que quand on commence à entrer dans la tête de quelqu'un, on touche à son humanité, et du coup, on peut le comprendre. Et donc le comprendre, est-ce que c'est cautionné, est-ce que c'est pardonné, est-ce que c'est justifié? Et il y avait vraiment cette peur-là, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Et donc certains ont carrément arrêté de lire, mais bon, la plupart ont eu besoin de poser le livre et d'y revenir une fois que ça avait, cette idée, cette peur peut-être s'était un peu calmée, et on poursuivit, et finalement on trouvait que c'était plutôt ça donnait une dimension supplémentaire au roman. Mais on m'a vraiment beaucoup rapporté ce trouble par rapport au fait d'être dans la tête du ravisseur, et c'est quelque chose que honnêtement j'avais pas mesuré du tout. On est trop on a trop la tête dedans, quoi, quand on écrit, et on n'est pas du tout. Je pense qu'on n'imagine absolument pas quelles seront les réactions des lecteurs. Donc j'ai été assez déconcertée en fait par ça. Et c'est vrai que peut-être que ce qui se pose quand on lit le livre, c'est une forme de question basiquement morale, parce que finalement, où est le bien, où est le mal? Et on a besoin de savoir que les méchants, surtout quand on s'attaque à l'enfance, les méchants seront punis. C'est aussi un point commun qu'il peut y avoir aussi avec Cartographie de l'oubli, et c'est peut-être aussi dans les réactions de lecteurs, même si ces réactions sont plurielles, au sens que le livre n'est pas encore traduit en allemand, je crois, mais néanmoins, il y a des gens qui travaillent sur cette histoire aujourd'hui. Est-ce que dans ces réactions de lecteurs, finalement, il y a eu cette question morale qui s'est posée? Parce que quand on parle de choses aussi atroces, et dans un cas de captivité de masse, dans Cartographie de l'oubli, on se pose la question de morale, finalement. On rentre dans leur tête, on sait que c'est immoral, mais on continue d'avancer. Est-ce qu'il y a eu des réactions et des débats de lecteurs en ce sens? Il y a eu des réactions, évidemment, il y a eu des réactions. Certaines personnes demandent toujours quel est finalement peut-être l'intérêt de remettre cette histoire aujourd'hui, quel est l'intérêt d'en parler. Alors ça, c'est bon, chacun a des idées, mais il y a des réactions. Beaucoup, en France, en tout cas, toujours, les gens rapprochent généralement, c'est amusant, mais à chaque fois, j'ai le droit à cette question, on rapproche à l'Algérie, toujours. Les gens, c'est-à-dire... Le point commun se fait avec l'Algérie. Exactement, le point commun se fait toujours, en tout cas avec le public français, avec l'Algérie, c'est-à-dire, ils disent, oui, bon, les Allemands ont fait des choses atroces, nous, c'était pas mieux, regardez l'Algérie. Et donc ça dévie souvent. Donc il y a peut-être un effet miroir, finalement, qui n'est pas tant la découverte du sujet, mais qui est ce à quoi le sujet ramène, c'est-à-dire à sa propre histoire. La guerre d'Algérie, c'était beaucoup plus proche de nous, et on a sans doute des gens de sa famille qui ont participé ou qui y étaient, ou alors des connaissants. Donc c'est souvent ça. Finalement, je trouve qu'il y a un effet un peu miroir, généralement, quand on parle, et ça ramène toujours à l'histoire qu'on connaît finalement. Hormis la première découverte, évidemment, de cette histoire, l'intérêt que ça suscite, mais il y a toujours, je me rends compte, un intérêt à ramener l'histoire à soi, finalement. Et il y a cet autre élément aussi, lors d'une rencontre récente, il y a une autre question qui est venue, c'était pourquoi vous intéressez à cette histoire, quelle est votre légitimité en fait? Il y a eu cette question, alors c'était une question, moi j'étais très, très heureux, j'étais il n'y a pas très longtemps au Botswana, et là j'ai pu, avec l'Alliance française de Gaborone, on a pu présenter le livre à des étudiants, à des professeurs d'université, et la majorité du public, c'était pas un public très nombreux, mais la majorité du public était intéressé par l'histoire, était fasciné de savoir justement quelles sont les motivations, et une personne principalement était assez gênée, mais gênée avec une certaine forme de violence, alors une violence contenue évidemment, mais très gênée, et finalement ce que j'ai compris moi, c'est que c'était comment un nom africain, finalement, quelle est la légitimité exactement de parler de ces sujets-là. Alors, ce livre-là, moi, ça a été une question aussi au départ. Je ne prends pas la parole au nom des Herero ni des Nama. Ils sont présents dans le livre, notamment leur chef, Henrik Witbooi et Samuel Marrero, mais je ne parle pas en leur nom. Et c'est aussi cette histoire parce qu'elle dit beaucoup sur l'Europe, finalement. Et donc, c'est de cette manière-là. Mais voilà, il y a des réactions qui sont plus ou moins bienveillantes, je vais dire. Mais j'aimerais beaucoup, en tout cas, pouvoir aller en parler en Namibie, par exemple. Ça, ce serait intéressant. Il y a un thème, quand on parle avec un public africain, il y a un autre regard, puisque le Botswana est vraiment un pays limitrophe, donc ils sont très proches, et beaucoup de Herero sont partis justement au Botswana en 1904 pour fuir les Allemands. Mais ce serait une chose intéressante. Le regard change beaucoup, finalement, quand on parle avec eux. Et donc j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion, encore une fois, on ramène toujours à l'histoire qu'on connaît. Donc. Et Yann, sur la réaction de lecteurs,
Alors, parce qu'on le disait avec Carole, il y a ce côté burlesque. On a lu d'ailleurs un titre de presse qui disait Yann Gauchard, le Stendhal burlesque. Voilà, faut quand même le dire. Alors, les réactions des lecteurs ont été dans le sens de la captivité. Ah, il y a une réaction de madame, mais on vous entendra. Mais Yann, il y a eu des réactions de lecteurs qui vous ont surpris? Non, mais c'est difficile parce que quand on a la chance de rencontrer des lecteurs, en principe, c'est plutôt des gens qui sont bienveillants. Donc après, je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, le point de départ où je pense que chacun peut s'identifier, c'est que il y a toujours un endroit peut-être où on rêve d'être enfermé, une bibliothèque, un musée. Et souvent, les gens en fait venaient me voir en me disant, moi, j'aurais adoré être enfermé dans. Je sais pas, une fois, c'est un monsieur qui me disait il était avec une femme qu'il aimait et ils étaient en train de visiter le château de Chambord et il pensait qu'il allait pouvoir être enfermé et manifestement, il était en train de faire la cour à cette femme et donc c'était très émouvant parce qu'il me racontait tout ça et il m'a dit elle n'a pas voulu jouer le jeu, elle avait peur qu'il y ait des alarmes, etc. Puis surtout, on sentait que l'histoire d'amour n'avait pas connu d'issue positive. Mais c'était assez troublant parce qu'il m'en parlait et il était très ému en parlant. Et souvent, les gens me disent voilà, ah oui, dans tel musée, j'aurais bien aimé être enfermé. Voilà. Alors là, c'est une sorte de captivité positive pour arriver à ses fins amoureuses. Oui, mais je peux le comprendre. Moi, c'est une idée que je trouve plutôt plaisante. Oui. Même si le traducteur, quoi qu'il va faire connaissance, enfin, d'une certaine manière, avec une belle Raffaella, mais ça, on va pas briser le suspense. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, alors. Oui. Prévu par les Allemands, parce que pour moi c'est exactement ce qui s'est passé à la guerre 1945. On a l'impression que c'est déjà calculé dans leur tête pour voir ce qu'il allait pouvoir faire. Bien sûr, il y avait les richesses du pays à monopoliser, mais le noir ne comptait pas, c'était du bétail. Est-ce que la méchanceté était à ce point déjà dans ces gens? Oh, la méchanceté, oui. Alors, c'était pas propre aux Allemands, mais c'est vrai que c'est la fin du 19e siècle et l'époque où on a l'eugénisme apparaît. Il y a toutes les théories raciales qui se mettent en place, mais pas uniquement en Allemagne. Il y a la craniométrie, toutes ces idées, un petit peu le darwinisme social qui est très présent, c'est-à-dire expliquer que comme les populations noires sont moins évoluées, elles sont vouées à disparaître au bout d'un moment, comme certaines espèces ont disparu. Donc c'était une volonté, c'est pas non plus une volonté des Allemands propres. Je pense que c'était une volonté européenne d'abord. Il y a pas, on peut pas dire les Allemands sont les seuls à avoir fait ça, mais il y avait cette idée en tout cas de mépris de l'autre complètement et cette volonté pas une volonté propre au début de l'anéantir finalement, mais les résultats étaient les mêmes et les méthodes mises en place vont être prises complètement. Oui, ça c'est une évidence. Merci pour ces contributions, parce que le gardien du temps nous fait signe. Didier, il y a encore une remarque, c'est vrai, donc on va jouer le jeu de la démocratie. Les gens n'entendent pas, alors on va laisser Didier vous donner le micro afin que tout le monde profite de... L'autre soir, je suis allée vers Yann pour lui dire que c'était un cadeau. Son livre était un cadeau, le titre accrocheur. La première page, eh bien, qui est captif? C'est le lecteur. Parce que dès qu'on rentre dans son livre, on est avec lui. Il nous met dans le berceau des arts. Il nous met à Florence. Il nous met dans un des plus beaux monuments. Et j'ai trouvé que sur un côté léger, Yann avait approfondi tout en restant léger, un peu comme un sculpteur, un peu comme Michel-Ange. Il est allé très profondément des choses. Si, je lui ai dit parce que je l'ai ressenti. Parce que c'est une retraite volontaire. C'est un travail sur soi-même, c'est un travail sur la société, sur les arts. Et quand j'ai refermé ce livre, j'ai trouvé que c'était un livre très épais, alors qu'il était tout petit, et j'en lis quasiment jamais des petits. Bon, ben voilà, Merci pour ce beau cadeau. C'est une très belle conclusion, et on a parlé de la captivité, mais vous avez vu qu'on a la liberté de vous lire, ce qui est la plus belle des récompenses. Merci à vous, et puis merci à vous aussi d'aller rencontrer vos auteurs. Merci à tous. J'ajoute que les auteurs seront en dédicace dans l'espace librairie dans quelques minutes. Yann Gauchard, le Michel-Ange de la littérature, Niels Labuzan et Carole Zalberg seront à l'espace librairie dans quelques instants.